Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. En tournant à droite, je risque de rencontrer un piéton. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je tourne à droite, les piétons devront me céder le passage car le feu est vert. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors cette question elle est super intéressante parce que vous avez beaucoup de mal, surtout en conduite. Surtout en conduite. Alors, ici on est sur une intersection qui est gérée par une signalisation lumineuse. Il faut que tu saches que dans une intersection, les feux sont synchronisés. Alors, je m'explique. Ici tu vois donc une intersection gérée par une signalisation lumineuse. Si le feu est vert pour moi, ça veut dire qu'il est aussi vert pour les véhicules qui roulent en sens inverse sur cette même route. Dans le cas général, dans 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Si le feu est vert pour moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sur les rues perpendiculaires à l'intersection, le feu est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. Si le feu est rouge pour la rue perpendiculaire, ça veut dire que le feu pour le piéton est vert. Donc, si, dans ce cas-ci, je tourne à droite, il y a de grandes chances que je puisse rencontrer un piéton. Et dans ce cas-là, il va falloir lui céder le passage. Pourquoi ? Parce que lui, il a le feu piéton au vert. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 2. Cette molette permet de régler la hauteur des feux. Oui, réponse A, non, réponse B. Le réglage dépend du chargement du véhicule. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, question très intéressante. Alors, effectivement, cette molette que tu vois permet effectivement de régler la hauteur des feux. C'est une molette avec en général 4 crans. Mais parfois, sur certains modèles de voitures, il peut y en avoir 3. Comme tu le vois ici, c'est une molette que tu tournes, d'accord, avec des crans. Et qui se situe en général à côté du volant. Alors là, tu vas me dire, mais pourquoi régler les feux d'un véhicule ? Tout simplement parce que la hauteur de tes feux dépendra du chargement du véhicule. Prenons un petit exemple, et c'est un exemple grossier, et j'ai fait exprès de prendre un exemple grossier pour que vous puissiez comprendre. On prend par exemple un véhicule qui n'est pas chargé. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Les feux sont bien réglés et les feux pointent vers la route. Ça, c'est des feux bien réglés. Par contre, si on commence à charger le véhicule, regardez ce qui va se passer. Si on commence à charger le véhicule, soit des personnes, soit des valises, peu importe le chargement, la voiture, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se lever. Ça va créer ce qu'on appelle un moment. La voiture va se lever. Et donc, si elle se lève, les feux vont pointer vers le haut. Les feux ne vont plus éclairer la route. Donc, ils seront mal réglés. Donc, cette molette, en fait, va te permettre de rabattre les feux pour qu'ils puissent pointer vers la route. Tout simplement. Donc, selon la quantité de chargement,
tu régleras la molette à 1, à 2, ou à 3, ou à 4. Voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce que cette molette permet de régler la hauteur des feux? Bah oui. Le réglage dépend-il du chargement du véhicule? Bah oui, également. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 3. Je peux dépasser ce véhicule? Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, tu vois, pour répondre à cette question, il faut savoir dans quel type de route tu roules. Et pour ça, il faut bien connaître son code de la route. Comment savoir sur quel type de route je roule en général? Eh ben, on regarde les marquages au sol. Qu'est-ce qu'on voit sur les lignes de rive à gauche? Ben, on voit des lignes de rive qui sont des traits pointillés. Qu'est-ce que ça nous indique? Bah, ça nous indique qu'on n'est pas dans un sens unique. Si la ligne, elle avait été une ligne continue, ça veut dire qu'on est sur une voie à sens unique et j'aurais pu dépasser tranquillement. Là, on est sur une route à double sens de circulation. Donc, si je double là, avec très peu de visibilité, comme vous voyez bien, on a très peu de visibilité. Si je double, il y a une probabilité pour qu'une voiture arrive en sens inverse. D'accord? Donc ici, je ne peux pas dépasser de véhicule parce que je suis sur une route à double sens de circulation. Si j'avais été sur une route à sens unique, là j'aurais pu dépasser. Peu importe la visibilité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 4. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 48 mètres. Réponse B, 64 mètres. Réponse C, 96 mètres. Réponse D, 24 mètres. Alors ici, vous avez vraiment en général du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a deux distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors, je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait? On prend notre vitesse, ici 80 km/h. On prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc, on rajoute 32 à 64. Donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 5. La voie à ma droite est réservée aux... Réponse A, camion. Réponse B,
bus. Alors, tu peux remarquer que la voie de droite est délimitée par des lignes discontinues épaisses. Donc, ces lignes discontinues épaisses viennent matérialiser la présence d'une voie qui est réservée. Alors ici, comment on peut savoir que cette voie est réservée au bus ? C'est simple, il y a un indice, il y a un arrêt de bus juste ici. Donc, effectivement, cette voie est réservée au bus. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Je souhaite stationner à droite. Je me gare alors en créneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre mon véhicule le long du trottoir avant ma manœuvre. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches qu'il existe 3 types de stationnement. Le stationnement en créneau, le stationnement en bataille et le stationnement en épi. Alors, concernant le stationnement en créneau, c'est lorsque les voitures se garent l'une derrière l'autre, en général, sur le bord de la route. Ensuite, pour le stationnement en bataille, c'est un stationnement qui se fait perpendiculairement à la route. Ensuite, vous avez les stationnements en épi. Alors, il existe 2 types de stationnement en épi. Le stationnement par l'avant et le stationnement en épi en marche arrière. Tout dépendra du sens de circulation et de l'inclinaison du stationnement en épi. Alors ici, comme vous pouvez le voir sur l'animation, si je stationne à droite, alors je vais stationner en épi et non en créneau. Et vu l'inclinaison des stationnements, ce sera un stationnement en épi en marche avant. Deuxième sous-question, je serre mon véhicule le long du trottoir avant ma manœuvre. Eh bien non. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous voyez qu'on a des lignes épaisses dites discontinues qui viennent matérialiser une voie réservée. En l'occurrence ici, c'est sûrement une voie réservée au vélo vu la largeur de la voie. Donc, surtout, je ne serre pas mon véhicule au niveau du trottoir parce qu'on a une voie réservée et donc ce n'est pas notre voie. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on serre au maximum sur notre voie de circulation et on initie la manœuvre en marche avant. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 7. Les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés. A. En cas de pluie. B. En cas de brouillard. C. En cas de neige. Alors, il y a un moyen mémotechnique pour savoir quand utiliser les feux de brouillard. Alors, ce moyen mémotechnique, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On l'utilise dans toutes les auto-écoles de France depuis que la sécurité routière existe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un BN, d'accord ? Et on va considérer que le BN est une voiture. Ok ? Donc, à l'avant, il y a les parents. Et à l'avant, les parents vont à la BNP. Brouillard, neige, pluie. Donc les feux de brouillard avant, on peut les utiliser en cas de brouillard, de neige et de pluie. Les enfants, eux, sont à l'arrière et mangent des BN. Donc, BN pour brouillard et neige. Donc les feux de brouillard arrière,
On les utilise en cas de brouillard et de neige. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 8. Je souhaite tourner à gauche immédiatement. Réponse A. Je dois d'abord m'arrêter. Réponse B. Je passe sans m'arrêter. Alors ici, on souhaite tourner à gauche. Seulement, si tu vois bien, à gauche, on a un passage piéton, en plus qui est régulé par une signalisation lumineuse. Regarde ici, on a la signalisation lumineuse vert, c'est-à-dire que là, c'est au piéton de passer. En plus de ça, regarde bien, on a des piétons sur le passage piéton. Alors, on les voit pas très bien parce qu'ils sont cachés par le montant. Et ça, c'est des choses que je répète très souvent dans les vidéos, c'est que le montant constitue un angle mort. Et là, vous voyez bien que ces piétons qui sont situés à peu près sur ce montant de la voiture, on les voit pas très bien. Imaginez un montant un tout petit peu plus large, je peux vous dire que les piétons, vous ne les voyez pas. C'est un vrai angle mort, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour répondre à la question, je souhaite tourner à gauche immédiatement, je dois d'abord m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Pour porter secours à cette victime consciente, je dois. Réponse A. La mettre en position latérale de sécurité. Réponse B. Vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie externe. Réponse C. Lui donner de l'eau pour la réhydrater. Alors, lorsque vous êtes protagoniste ou témoin d'un accident avec dommages corporels, il y a 3 étapes à respecter, dans l'ordre. Tout d'abord, protéger. Ensuite, alerter. Et enfin, secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ici, cette question porte sur la 3e étape, c'est-à-dire secourir. Donc, on ne reviendra pas sur l'étape protéger et alerter, que vous devez connaître les procédures pour chaque étape afin de pouvoir passer l'examen du code de la route. On n'en parlera pas aujourd'hui car ce n'est pas la question, mais il faut que vous connaissiez chaque procédure. Alors, concernant l'étape secourir, quelles sont les procédures à mettre en place? Alors, dans ce cas-là, il y a 2 cas. Est-ce que la victime est consciente ou est-ce que la victime est inconsciente? Dans le cas où la victime est consciente, il y a encore 2 cas. Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est invalide? Alors, valide, ça veut dire est-ce qu'elle peut marcher? Invalide, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher ou qu'elle ne peut pas bouger. Dans le cas où elle est valide, la première chose à faire, c'est de la déplacer hors de la chaussée, c'est-à-dire vers le trottoir. Ensuite, vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie externe. Une hémorragie externe, c'est du sang qui coule. On parle de beaucoup de sang, on ne parle pas d'une égratignure. Il y a beaucoup de sang qui coule, on applique une pression à l'endroit où ça coule. Le mieux avec quelque chose de propre. Si vous n'avez rien, ce sera avec la main. Ensuite, s'il n'y a pas d'hémorragie, il va falloir lui mettre une couverture de survie ou quelque chose de chaud, car quand on est victime d'un accident, on souffre
d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps se refroidit. Et enfin, en dernier lieu, on vient parler à la victime afin de la garder consciente. Surtout, ne jamais donner de boisson ou de nourriture à une personne qui vient d'être victime d'un accident de voiture. Dans le cas où la personne serait invalide, mais consciente, on fait exactement la même chose. Cependant, on ne déplace pas la victime. Dans le cas d'une victime qui serait inconsciente, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, toujours la même chose, on applique une pression à l'endroit où le sang coule. S'il n'y a pas d'hémorragie, on met la personne en position latérale de sécurité. Et enfin, on la couvre avec ce qu'on peut, le mieux étant une couverture de survie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 10. À 70 km/h, la distance d'arrêt est de réponse A, 49 mètres, réponse B, 80 mètres. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours pur et dur. Donc n'oubliez pas, il y a 4 distances à connaître, à savoir calculer distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance parcourue durant le temps de réaction. Ça, c'est vraiment les 4 distances que vous devez savoir calculer. Donc vous trouverez ça dans l'information en détail. Ici on parle donc de la distance d'arrêt. Donc déjà c'est quoi ? La distance d'arrêt c'est quoi ? C'est la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Donc c'est temps de réaction plus distance de freinage. Alors comment on la calcule ? On la calcule très simplement. En fait c'est en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Par exemple, ici, on roule à 70 km/h. Donc, le chiffre des dizaines, c'est 7. Donc, on multiplie 7 par lui-même. Donc, 7. Donc, ici, 7 fois 7, 49. Donc, la distance d'arrêt à 70 km/h est de 49 mètres. La bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 11. J'actionne le clignotant droit maintenant pour prendre la première sortie à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour prendre la deuxième sortie en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu prends un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à respecter. Et notamment, 4 grandes procédures. La procédure pour tourner à droite, la procédure pour aller tout droit, la procédure pour aller à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors, dans cette question, on parle donc de la procédure pour sortir à droite et la procédure pour sortir en face. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ces deux procédures. Alors, concernant la procédure pour prendre la première sortie ou pour tourner à droite. Alors, déjà, je me mets dans la voie de droite avec mon clignotant droit enclenché. Comme je m'engage dans un carrefour à sens giratoire, je dois laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, dans cette portion du rond-point. S'il n'y a personne, je m'engage sur le sens giratoire dans la voie de droite. Une fois arrivé au niveau de la sortie, je fais 2 contrôles. Le contrôle tout d'abord à gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort, gauche, pour voir si personne vient couper ma trajectoire. Et le contrôle droit, rétro, droit, angle mort, droit, pour voir s'il n'y a pas un cycliste sur la voie réservée au vélo. S'il n'y a personne, je m'engage dans la sortie. Maintenant, concernant la procédure pour aller tout droit ou en face. Alors là, on s'engage dans la voie de droite. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre le clignotant, étant donné qu'on va tout droit. Alors, bien sûr, comme on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on laisse la priorité aux véhicules venant de gauche sur cette portion-là du carrefour. S'il n'y a personne, on s'engage dans la voie de droite du carrefour à sens giratoire. Arrivé à cette portion du rond-point, j'enclenche mon clignotant droit. Et arrivé à la sortie, je fais aussi 2 contrôles. D'abord, contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche, pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vient couper la trajectoire. Et ensuite, contrôle droit, c'est-à-dire rétro-droit plus angle mort droit, pour voir s'il n'y a pas un vélo sur la voie réservée. S'il n'y a personne, on s'engage dans la sortie. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que j'actionne mon clignotant droit pour prendre la première sortie à droite? Eh bien, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Pour prendre la deuxième sortie en face, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 12. Ce conducteur vient de se garer. Il doit poser un disque de stationnement sur son tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, ici on a plusieurs indices. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez qu'il est bleu. Donc s'il est bleu, ça veut dire qu'on est dans une zone de stationnement bleue, donc à durée limitée par disque. De plus, si vous regardez la signalisation verticale, on a ce panneau de fin de zone qui indique une fin de zone de stationnement limitée. Donc, comme c'est un panneau de fin de zone, c'est que, donc, avant ce panneau, on est dans une zone de stationnement limitée.
Donc, ici, ce conducteur devra poser un disque bleu sur lequel il devra indiquer son heure d'arrivée sur son tableau de bord. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 13. La distance d'arrêt d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture roulant à la même vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Donc là, je vous montre le document que vous retrouverez dans la formation qui vous montre en fait les différences de distance d'arrêt entre une voiture et un camion, par exemple. Bah, plus un véhicule sera lourd, plus sa distance d'arrêt sera longue, due à sa masse. Donc effectivement, un tramway étant beaucoup plus lourd qu'une voiture aura une distance d'arrêt beaucoup plus grande que celle d'une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Après ce panneau, je vais devoir équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La route est praticable. Oui, réponse C. Non. Réponse D. Alors, ici, en fait, on a affaire à un panneau de praticabilité. Ce panneau nous informe si la route est ouverte ou non. Hein. Alors, bien sûr, sur ce panneau est indiqué si le chemin est ouvert. Ici, c'est ouvert, mais aussi il y a le panneau où le chemin est fermé. Il nous indique aussi les équipements à mettre en place sur son véhicule. Ici, on voit bien qu'on a le panneau d'obligation d'équipement de dispositifs antidérapants. Donc ça peut être des chaînes, donc chaînes métalliques ou chaînes textiles, ou alors ça peut être des pneus neige 3P MSF. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 15. Je suis en conduite probatoire. La vitesse maximale autorisée est de réponse A 110 km/h, réponse B 130 km/h. Alors ici on est sur autoroute, donc comme le panneau le montre, la vitesse est maximale autorisée de 130 km/h et de 110 en temps de précipitation. Ou de mauvais temps plutôt. Seulement, comme vous le savez, regardez ici, je vous mets donc le document des vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Donc lorsqu'on est en probatoire sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Ma voiture dispose de 4 places pour les passagers. Je peux prendre un autre passager en plus, car il est de petite taille. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, il est formellement interdit de faire asseoir un passager sur un siège qui n'existe pas. Si votre voiture possède 4 places pour les passagers, alors c'est 4 passagers. Si la voiture dispose de 7 places, alors ce sera 7 passagers. C'est un siège par passager. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Le dépistage de stupéfiants par un agent de police est obligatoire après un accident. Réponse A, corporelle. Réponse B, mortelle. Réponse C, matérielle. Réponse D, quelconque. Alors, les agents de police sont dans l'obligation de réaliser un dépistage de stupéfiants, mais également un dépistage d'alcoolémie, après un accident ayant causé des dommages corporels et mortels. Ils ne sont pas dans l'obligation de le faire lorsqu'il y a un accident qui a causé des dégâts matériels ou un accident quelconque. Sachez également que le dépistage de stupéfiants et d'alcoolémie peut être réalisé par un agent de police sans aucune raison. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 18. Je roule à 90 km/h. La distance de sécurité est de réponse A 54 mètres, réponse B 81 mètres. En cas de contrôle, j'encours un retrait de réponse C 6 points, réponse D 3 points. Alors, n'oubliez pas, c'est une notion qu'on a vue plusieurs fois, que ce soit dans la formation ou même les vidéos YouTube. La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. En tout cas, du véhicule qu'il y a devant toi. Cette distance correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. Cette distance de sécurité, elle se calcule et tu dois savoir la calculer pour passer ton code. Comment on fait ? On prend la vitesse, ici 90 km/h, on extrait la dizaine, ici la dizaine c'est 9, et on multiplie ce chiffre par 6, ce qui nous donne ici 54. Donc à 90 km/h, la distance de sécurité est de 54 mètres. Si tu ne respectes pas cette distance de sécurité réglementaire, c'est une contravention de 4e classe, tu encours 3 points sur ton permis de conduire et également une amende de 135 €. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 19. Dans cette situation, je risque une amende de 135 €. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'utilisation du téléphone au volant constitue une contravention de 4e classe, donc qui est sanctionnée par un retrait de 3 points et une amende de 135 €. Les bonnes réponses ici sont leurs réponses A et C. Question numéro 20. Avant d'effectuer un long trajet avec mon véhicule électrique, je m'assure que la batterie soit complètement chargée. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, il y a deux choses à faire avant un long trajet lorsqu'on a un véhicule électrique. La première chose, c'est de charger sa batterie suffisamment. La deuxième chose, c'est de vérifier tous les points de recharge le long de votre trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 21. Je circule par temps de neige. Je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant amovible ou de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tant que tu n'as pas vu l'un de ces deux panneaux, tu n'es pas dans l'obligation d'équiper ton véhicule de chaîne ou de pneus hiver. Hein, qu'on s'entende bien. Et même si la route est enneigée. C'est mieux, hein, d'avoir des chaînes ou des pneus hiver sur une route enneigée. Mais c'est vrai que t'es pas dans l'obligation d'en avoir tant que t'as pas vu l'un de ces deux panneaux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Ce véhicule a correctement passé le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans la vidéo, on peut remarquer qu'effectivement, il a laissé passer les piétons, puis il est passé après. Donc, il a laissé la priorité aux piétons, il n'a pas fait de refus de priorité. Donc, clairement, ici, il a correctement passé le passage piéton. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Avant de conduire, réponse A, je dégivre le capot. Réponse B, je gratte le pare-brise. Réponse C, j'enclenche le dégivrage arrière. Réponse D, j'enclenche les essuie-glaces. Non, bien sûr, dans ce cas-ci, avant de conduire, je vais gratter le pare-brise et je vais enclencher le dégivrage arrière afin d'avoir une bonne visibilité. Dégivrer le capot ne servira à rien et enclencher les essuie-glaces également, ça va juste détériorer vos essuie-glaces plus rapidement. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 24. L'intervalle de sécurité entre deux véhicules est de A. 1 seconde, B. 2 secondes, C. 3 secondes. Encore une fois, c'est une question de cours. Sachez que ce sont des questions récurrentes. Hein. Il y a 4 distances à connaître. La distance de sécurité, la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d'arrêt. Vous devez comprendre ces 4 distances et vous devez savoir les calculer.
Ça, vous allez voir ça dans le cours. On va pas pouvoir voir ça aujourd'hui, ce serait trop long. Aujourd'hui, on parle d'intervalle de sécurité ou de distance de sécurité. L'intervalle de sécurité entre deux voitures doit être de 2 secondes. C'est-à-dire que ce qui vous sépare en temps entre vous et la voiture qui a devant, c'est 2 secondes. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 110 km/h. Alors, ici on a affaire à un panneau qu'on appelle panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau a 2 significations. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il est interdit de klaxonner. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. En période probatoire, je roule sur cette autoroute. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C, 110 km/h, réponse D, 130 km/h. Alors, ici, peu importe que vous soyez en probatoire ou hors probatoire, comme vous le remarquez, on a une très faible visibilité. D'ailleurs, on a une visibilité qui est à peine de quelques mètres. Elle est inférieure à 50 mètres. Et lorsque, sur une route, ou même, peu importe la route, en agglomération ou hors agglomération, si la visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Le système ISOFIX permet A. d'installer un siège enfant, B. de sécuriser l'installation d'un siège bébé, C. de désactiver l'airbag. Alors, le système ISOFIX, c'est tout simplement deux mousquetons en acier. C'est 2 carrés en acier qui sont fixés en fait au châssis du véhicule. Et il vous permet en fait d'installer les nouveaux sièges enfants de manière un peu plus sécurisée. Par contre, en aucun cas, il ne permet de désactiver l'airbag. Ce sera à vous de désactiver l'airbag par vous-même. Donc le système ISOFIX n'est pas relié à l'airbag électroniquement. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et B. Question numéro 28. Ce tableau de bord montre un véhicule. Réponse A, dont le réservoir est vide. Réponse B, équipé de l'ESP. Réponse C, équipé de l'ABS. Alors, déjà, première chose, on peut voir que le tableau de bord montre un véhicule dont le réservoir est plein, comme tu peux le voir.
quasiment plein en tout cas. Le tableau de bord montre aussi que ce véhicule est équipé de l'ABS et qu'il est équipé de l'ESP. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 29. Réduire sa vitesse de 10 km/h permet de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça c'est une question qu'on a vue à plusieurs reprises, que ce soit sur les vidéos YouTube ou la formation. Alors je vous mets un document de formation qui vous montre en fait les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc parmi ces 10 conseils, il y a effectivement le conseil numéro 5 qui est de celui de rouler moins vite. Et plus particulièrement d'abaisser quand on peut le faire sa vitesse de 10 km/h en dessous de la vitesse maximale autorisée, afin de réduire les émissions de CO2. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 30. L'ESP permet A. De corriger la trajectoire. B. De stabiliser le véhicule. C. De se garer. Alors, l'ESP, c'est une aide active à la conduite, en opposition avec les aides passives à la conduite. Je vous en réfère au cours de la formation. Donc l'ESP, en fait, ça permet de corriger la trajectoire du véhicule automatiquement et donc de stabiliser le véhicule. À ne pas confondre avec le parc assist et avec toutes les autres aides à la conduite. Le parc assist, lui, oui, il va vous aider à vous garer. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 31. Je commence le dépassement du camion blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici plusieurs choses. Déjà, on sait qu'on est sur une autoroute. Tout simplement parce que on a un panneau sur fond bleu avec marqué au-dessus A 87. On a un camion blanc en face de nous. On sait que sur autoroute, les camions, en tout cas les véhicules d'un poids total à charge supérieur à 3,5 tonnes, ont une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Moi, je roule, regardez, à 127 km/h. Donc, je roule automatiquement plus vite que le camion. De plus, regardez, on va revenir sur la notion de distance de sécurité. Vous savez que sur autoroute, la distance de sécurité est de 2 traits de rive. Donc ici, les 2 traits de rive, on les a pas. Donc en plus de rouler plus vite que le camion, on n'a pas la bonne distance de sécurité. Donc là, effectivement, je dois commencer mon dépassement. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. Mon véhicule est immobilisé sur autoroute. Je place le triangle de présignalisation 30 mètres derrière le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, ça montre si tu connais réellement ton code de la route ou pas. Vous faites souvent cette erreur sur cette question, souvent parce que vous avez été, il faut le dire, mal formé en fait. Voilà, vous n'avez pas suivi une bonne pédagogie. Alors, vous savez que sur autoroute, il est interdit de sortir de son véhicule. C'est strictement interdit de marcher sur l'autoroute. C'est une infraction. D'ailleurs, votre temps de survie sur autoroute, lorsque vous êtes un piéton, ne dépasse pas 20 minutes. Donc, sur autoroute, lorsque mon véhicule est immobilisé, je ne mets pas de triangle de présignalisation, je reste dans ma voiture, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, souvent vous confondez entre mettre un triangle de présignalisation sur autoroute et en agglomération. En agglomération, si votre véhicule est immobilisé, oui, vous devez mettre le triangle 30 mètres en amont de votre véhicule. Mais sur autoroute, surtout pas. C'est totalement interdit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Donc vraiment, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vraiment à aller sur la plateforme pour te former correctement. Parce que en fait, ça montre que t'as pas les notions nécessaires. Tout simplement. Allez, on passe à la prochaine question. Question numéro 33. Je peux faire un appel de phare. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, on roule sur de nuit. Et devant nous, on a un virage avec très peu de visibilité. Donc, il sera très pertinent de faire un appel de phare afin de prévenir les véhicules qui viennent en sens inverse de ta présence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 34. Je vais tout droit. Le véhicule vert est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on est sur une
Intersection. Alors, bien sûr, ici, le véhicule vert ne va pas être prioritaire. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il va empiéter sur ma voie. C'est ma voie, c'est pas sa voie. Donc, s'il veut aller sur une autre voie, même s'il ne fait que la couper, il doit me céder la priorité sur ma voie. Autre chose, vu que ce véhicule veut tourner, je me situe à sa droite. Il y a en plus de ça une priorité à droite. Donc, pour ces deux raisons, le véhicule vert n'est pas prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 35. La circulation des voitures est une source de pollution. Réponse A, sonore. Réponse B, atmosphérique. Réponse C, marine. Bon, là, c'est vraiment une question très très simple, mais bon, il y a des questions très très simples dans le test officiel du code de la route. Parfois, c'est assez surprenant. Donc, effectivement, ici, la circulation des voitures est une source de pollution sonore, réponse A, et atmosphérique, réponse B. Question numéro 36. Je viens d'acheter un véhicule d'occasion. Je dois renouveler la carte d'immatriculation dans un délai de réponse A, 2 semaines. Réponse B, 2 mois. Réponse C, 1 mois. Réponse D, 3 mois. Alors, lorsque vous venez de faire l'acquisition d'un véhicule d'occasion, vous devez renouveler le certificat d'immatriculation sous un délai d'1 mois à partir de la date d'achat. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 37. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on ne la voit plus. D'accord? Donc, si on ne la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Les piétons sont prioritaires sur le tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le tramway est toujours prioritaire sur tous les usagers de la route, piétons compris. C'est normal, la distance d'arrêt d'un tramway est très grande. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs.
Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça ne veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser. Tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc, si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je dois porter des lunettes de correction. Une mention est inscrite sur le permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux conduire sans mes lunettes pour un court trajet. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, pour tous ceux qui ont des lunettes de correction, il y aura une mention inscrite sur votre permis de conduire. Par contre, même pour un court trajet, il vous est interdit de conduire sans vos lunettes. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 40. Je peux dépasser par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser par la gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, déjà la première question, est-ce que je peux dépasser par la droite? Alors, il faut que vous sachiez qu'il est formellement interdit, sous aucun prétexte, de dépasser par la droite. Donc, on ne dépasse pas par la droite. Donc, à la question, je peux dépasser par la droite, la bonne réponse est la réponse B. Non. Est-ce que je peux dépasser par la gauche? Dans le cas général, oui, on peut dépasser par la gauche. Quand on dépasse par la gauche. Alors, par contre, dans ce contexte, si vous regardez le rétroviseur intérieur, on voit qu'il y a une voiture qui nous colle, qui est très très proche. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dépasser par la gauche. Il va falloir que j'attende que cette voiture me dépasse pour ensuite dépasser par la gauche. Donc ici, est-ce que je peux dépasser par la gauche? La réponse est non. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.